Je vous laisse imaginer une nation au cœur de l'Europe, carrément rayée de la carte du monde pendant 123 ans, et qui, pourtant, refuse de mourir. Un peuple qui, face aux empires les plus puissants, aux invasions les plus brutales, a non seulement survécu, mais a su renaître de ses cendres, encore et encore. Aujourd'hui, c'est un acteur clé de notre continent, et non, ce n'est pas de la fiction, c'est l'incroyable histoire de la Pologne. Vitam, dans le double K, et bienvenue dans ce voyage à travers plus de 1000 ans d'histoire, une véritable épopée qui commence avec une humble tribu slave, les Polanes, et qui nous emmène jusqu'à la Pologne dynamique et complexe du XXIe siècle. On va découvrir ensemble comment cette nation a posé ses fondations avec un baptême crucial en 966, comment elle a connu des âges d'or éblouissants avec des rois bâtisseurs comme Boleslav Ier ou Casimir le Grand, et comment elle s'est forgée une identité unique au carrefour des civilisations. Mais attention, on ne va rien cacher des heures sombres, les luttes incessantes pour sa survie, les invasions terribles, les partages tragiques qui l'ont vu disparaître, et cette résilience incroyable d'un peuple qui n'a jamais cessé de se battre pour sa langue, sa culture et sa liberté. Prêt à explorer l'âme d'une nation qui a profondément marqué l'Europe, une histoire de courage, de tragédie et de triomphe. Notre récit commence bien avant que le nom Pologne ne résonne dans les livres d'histoire. Dans le 8e millénaire avant notre ère, les communautés sédentaires vivaient déjà sur cette terre fertile. Elles nous ont laissé des traces, comme les impressionnantes fortifications de Biskoupine, qui datent d'environ 737 avant Jésus-Christ. C'est dire si c'était une société déjà organisée et capable de belles prouesses architecturales. Cette terre, nichée entre les fleuves Oder et Vistule, allait devenir le berceau de nombreuses tribus slaves. Au fil des siècles de l'Antiquité, ces tribus slaves de l'Ouest, les Vislanes, les Slézanes, les Mazoviens et surtout les Polanes, façonnent un petit peu le paysage humain de la région. Les Polanes, dont le nom signifie quelque chose comme Jean des champs ou Jean des clairières, s'installent dans la région de la Grande Pologne actuelle, autour de Gniezno. Et c'est cette tribu, travailleuse et tenace, qui va jouer un rôle central. Petit à petit, elle unifie d'autres groupes et jette, sans encore le savoir, les premières fondations du futur État polonais. Le nom même de Pologne, Polska en polonais, vient directement du nom de cette tribu. Il apparaît d'ailleurs pour la première fois dans des manuscrits vers 964, marquant une étape clé dans la prise de conscience d'une identité commune. Mais c'est un événement précis, 2 ans plus tard, qui va vraiment sceller le destin de cette nation naissante et l'ancrer dans l'histoire européenne. En 966, Mieszko Ier, prince des Polanes, prend une décision qui va changer à jamais le cours de l'histoire de son peuple. Il se convertit au christianisme. Ce n'est pas juste un acte de foi personnel, loin de là. Le baptême de Mieszko Ier est sans doute influencé par son mariage avec la princesse chrétienne Dubravka de Bohême, et c'est un véritable coup de maître politique. En adoptant le christianisme de rite latin, Mieszko Ier met son territoire à l'abri de l'influence du Saint-Empire romain germanique voisin, qui cherchait, à l'époque, à étendre son pouvoir sur les terres païennes à l'Est. Il évite ainsi les croisades de conversion forcées et place son jeune État sous la protection directe du pape, ce qui lui donne une vraie légitimité internationale. Plus encore, ce baptême il va marquer le début de l'intégration de la Pologne dans le monde culturel, intellectuel et religieux de l'Occident latin. Il ouvre la voie à l'arrivée de clercs lettrés, à la construction d'églises et de monastères qui deviendront des centres de savoir. C'est aussi l'introduction de l'écriture latine et des structures administratives de l'Église qui vont aider à consolider le pouvoir du prince et à unifier le territoire. C'est un véritable acte fondateur qui marque la naissance officielle de l'État polonais et son entrée sur la scène européenne. Les Polanes ne sont plus une simple tribu parmi d'autres,
Ils sont désormais le noyau d'un État chrétien reconnu, prêt à écrire son propre chapitre dans la grande histoire de l'Europe médiévale. Ce choix stratégique de Mieszko Ier va déterminer pour des siècles l'orientation culturelle et politique de la Pologne, le liant pour toujours à l'Occident. L'œuvre de Mieszko, c'était donc la base, mais c'est son fils, Bolesław Ier, surnommé le Vaillant, Robré en polonais, qui a vraiment construit la maison, si l'on peut dire, de la jeune nation polonaise. Ambitieux, guerrier redoutable et fin politique, Boleslas poursuit avec une énergie folle la consolidation et l'expansion de ce que son père avait commencé. Son règne, c'est une étape décisive. En 1025, avec la bénédiction du pape, il est couronné premier roi de Pologne à Gniezno. Cet événement est énorme. Il élève la Pologne au rang des royaumes européens, affirmant son indépendance et sa souveraineté face à ses puissants voisins. Un coup allié, un coup en guerre. Boleslas Ier ne se contente pas du titre, il mène des campagnes militaires audacieuses, étendant temporairement son influence jusqu'à Kiev, à l'est. Et de manière plus durable, il assure à la Pologne un accès crucial à la mer Baltique, en Poméranie, ouvrant ainsi des routes commerciales vitales. La dynastie des Piast, fondée par Mieszko et Boleslas, règne sur la Pologne pendant près de 4 siècles, jusqu'à la fin du XIVe siècle. Mais cette longue période est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est une époque de lutte constante pour maintenir l'unité du royaume et défendre ses frontières. Les successeurs de Boleslas Ier doivent faire face à plein de menaces extérieures. Le Saint-Empire romain germanique, à l'ouest, continue de lorgner sur les territoires polonais, cherchant à imposer sa domination. À l'est et au nord, les incursions de peuples païens, comme les Prussiens et les Lituaniens, sont d'ailleurs très fréquentes. Une menace particulièrement coriace apparaît dès le XIIIe siècle avec l'arrivée des chevaliers teutoniques. Invité au départ par un duc polonais pour l'aider à mater les tribus prussiennes païennes, cet ordre militaire et religieux allemand va vite se tailler son propre État sur les rives de la Baltique. Ils deviennent un voisin agressif et expansionniste qui va priver la Pologne de son accès à la mer pendant de longues années et contre lequel les rois polonais devront livrer de nombreuses guerres. Sur le plan interne, la Pologne des Piast traverse aussi des périodes de troubles et de divisions. Le principe de succession, où le royaume était partagé entre les fils du roi défunt, mène à des divisions territoriales et à des luttes fratricides pour le pouvoir. Pendant près de 2 siècles, à partir du milieu du XIIe siècle, la Pologne est morcelée en plusieurs duchés rivaux. Ça affaiblit l'autorité centrale et rend le pays plus vulnérable aux interventions étrangères. Pourtant, malgré ces défis, l'identité polonaise continue de se forger. L'Église catholique joue un rôle unificateur essentiel, préservant la langue, la culture et un sentiment d'appartenance commune. Des figures royales apparaissent et tentent même de restaurer l'unité et la puissance du royaume. Parmi elles, Casimir III, le Grand, dit en polonais Kazimierz Wielki, qui règne de 1333 à 1370, se distingue vraiment. Dernier grand roi de la dynastie Piast, Casimir est un souverain sage et visionnaire. Il renonce aux prétentions sur la Silésie, déjà fortement germanisée, mais étend le royaume vers l'est, en Ruthénie. Surtout, c'est un grand bâtisseur et un réformateur. On dit de lui qu'il a trouvé une Pologne de bois et laissé une Pologne de pierre, tellement il a fait construire de villes fortifiées et de châteaux. Il codifie les lois, réforme l'administration et la monnaie, encourage le commerce et protège les minorités, notamment les juifs qui fuyaient les persécutions en Europe occidentale. C'est ce qui fait de la Pologne un important centre de la diaspora juive pour les siècles à venir. En 1364, il fonde l'université de Cracovie, la deuxième plus ancienne d'Europe centrale, qui devient alors un foyer intellectuel majeur. La mort de Casimir III le Grand en 1370 va marquer
la fin de la lignée masculine directe des Piastes, il laisse derrière lui un royaume consolidé, plus prospère et mieux organisé, mais aussi sans héritier mâle direct. Cette situation ouvre une nouvelle page de l'histoire polonaise, celle de l'union avec son grand voisin oriental, la Lituanie, et l'arrivée d'une nouvelle dynastie, les Jagiellons, qui portera la Pologne à son apogée. La fin de la dynastie Piast aurait pu plonger la Pologne dans le doute, mais elle a ouvert la voie à une transformation spectaculaire qui l'a propulsée au rang de puissance majeure en Europe. La solution à la crise de succession vient d'une union dynastique audacieuse et pleine de vision. En 1385, par l'union de Crévaux, la jeune reine de Pologne, Edwige d'Anjou, Jadwiga, petite nièce de Casimir le Grand, épouse Ladislas de Jagiellon, grand-duc de Lituanie. Cet accord, ce n'est pas qu'un simple mariage. Ladislas se convertit au christianisme, entraînant avec lui la Lituanie, dernier grand État païen d'Europe, et unit personnellement les deux couronnes. C'est le début d'une alliance qui va durer plus de 4 siècles et façonner profondément l'histoire de l'Europe de l'Est. Cette union personnelle évolue ensuite vers une fédération plus formelle avec l'Union de Lublin en 1569, qui crée d'ailleurs la République des deux nations. Cet État polono-lituanien devient l'un des plus vastes et des plus peuplés d'Europe, s'étendant de la mer Baltique à la mer Noire. La dynastie Jagiellon, qui règne du XIVe au XVIe siècle, préside évidemment à cet âge d'or. L'un des premiers et des plus grands défis pour la nouvelle Union, c'est la menace constante de ces chevaliers teutoniques. La puissance combinée de la Pologne et de la Lituanie se montre d'ailleurs décisive en 1410, lors de la bataille de Grunwald. Une armée polono-lituanienne inflige une défaite écrasante à l'ordre teutonique. Cette victoire, l'une des plus grandes batailles du Moyen Âge, brise la puissance militaire des chevaliers et marque un tournant. Elle permet à la Pologne de regagner progressivement des territoires, notamment la Poméranie orientale, avec l'accès à la mer Baltique grâce au traité de Thorn en 1466. Sous les Jagiellon, la Pologne connaît une période de grande prospérité économique et d'effervescence culturelle. Le commerce du grain, exporté via le port de Gdansk vers l'Europe occidentale, enrichit la noblesse, les villes se développent, et Cracovie, la capitale, devient un centre artistique et intellectuel vibrant. L'université de Cracovie, refondée et réorganisée, attire des étudiants de toute l'Europe. C'est d'ailleurs à cette époque que Nicolas Copernic, un astronome polonais formé à Cracovie, révolutionne notre vision du cosmos avec sa théorie héliocentrique. La Renaissance s'épanouit en Pologne, mêlant influence italienne et tradition locale. Politiquement, la République des deux nations va développer un système unique en Europe, c'est la liberté dorée, ce qu'on va appeler en polonais le Złota Wolność. C'est une forme de monarchie élective où le roi est choisi par la noblesse, qui jouit de droits et de privilèges considérables. La noblesse, qui représente environ 10% de la population, c'était d'ailleurs un pourcentage élevé pour l'époque, participe activement à la vie politique à travers la Diète. Ce Parlement détient un pouvoir législatif important, y compris le fameux droit de veto, ce liberum veto qu'on avait déjà vu dans un précédent podcast, qui aura d'ailleurs des conséquences désastreuses plus tard. Ce système, même s'il visait à limiter le pouvoir royal et à garantir les libertés nobiliaires, porte en lui les faiblesses qui mèneront au déclin de l'État. Une caractéristique notable de la Pologne des Jagiellon, c'est cette relative tolérance religieuse, surtout au XVIe siècle, alors que le reste de l'Europe est déchiré par les guerres de religion. La Confédération de Varsovie de 1573 garantit la liberté de culte à toutes les confessions chrétiennes. Ça fait de la Pologne un refuge pour de nombreux dissidents religieux, y compris des protestants et des anabaptistes. Cette république sans bûcher contraste alors fortement avec l'intolérance qui sévit ailleurs.
L'âge d'or des Jagiellons marque donc l'apogée territoriale, économique, culturelle et politique de la Pologne-Lituanie. C'est une puissance respectée, un véritable carrefour de culture et d'idées. Cependant, la fin de la dynastie Jagiellon en 1572, avec la mort sans héritier de Sigismund II Auguste, ouvre une période un petit peu compliquée. Elle renforce aussi le pouvoir de la noblesse dans le choix des rois, qui sont souvent étrangers. Tout ça va progressivement affaiblir l'autorité centrale et exposer le pays aux ingérences extérieures. Les germes du déclin sont semés, même au sommet de la gloire. L'éclat de l'âge d'or commence à se ternir dès le XVIIe siècle, ce qui faisait sa force, son vaste territoire, sa diversité ethnique et religieuse, la puissance de sa noblesse, commence à se transformer en source de faiblesse et de conflits. La République des deux nations entre dans une période de guerre quasi permanente qui vont la ravager et marquer le début de son lent déclin. Le XVIIe siècle est particulièrement brutal. Il s'ouvre sur des conflits avec la Suède pour le contrôle de la Livonie et de la Baltique, et avec la Moscovie, où la Pologne s'implique dans le temps des troubles, allant jusqu'à occuper Moscou pendant une courte période. Mais c'est surtout à partir du milieu du siècle que les catastrophes s'enchaînent. L'événement le plus traumatisant est sans doute ce qu'on appelle le déluge suédois, en polonais Potop Świecki, de 1655-1660. La Suède, alors une grande puissance militaire, envahit et occupe la majeure partie de la Pologne-Lituanie. Les destructions sont immenses, les villes sont pillées, la population est décimée. Varsovie et Cracovie sont mises à sac. Cet épisode laisse des cicatrices profondes dans la mémoire collective polonaise et affaiblit considérablement l'État. Bien que la Pologne réussisse finalement à repousser les Suédois, notamment grâce à une résistance populaire héroïque, symbolisée par la défense du monastère de Jasna Góra à Częstochowa, le pays est réellement à bout de souffle. En même temps, la République doit faire face à d'autres menaces. À l'Est, les soulèvements cosaques en Ukraine, notamment la révolte de Bohdan Khmelnytsky à partir de 1648, conduisent à la perte de vastes territoires ukrainiens qui passent progressivement sous l'influence, puis sous le contrôle de la Russie. Des guerres éclatent également contre l'Empire ottoman qui menace les frontières sud. La célèbre victoire du roi Jean III Sobieski à la bataille de Vienne en 1683, où il sauve la capitale autrichienne du siège ottoman, est un dernier grand fait d'armes polonais sur la scène européenne, mais elle ne suffit pas à stopper le déclin interne. Mais pourquoi donc cet affaiblissement? Les causes sont en fait multiples. Les guerres continuent, épuisent les ressources humaines et économiques du pays, mais les problèmes structurels internes sont tout aussi graves, voire plus. Le pouvoir central s'affaiblit considérablement, les rois élus, souvent étrangers et sans véritable base de pouvoir local, peinent à imposer leur autorité face aux puissants manias, cette haute noblesse qui possèdent d'immenses domaines et entretiennent leurs propres armées privées. Ces manias rivalisent entre eux pour le pouvoir et l'influence, n'hésitant pas à demander l'aide de puissances étrangères pour servir leurs propres intérêts. Le système politique de la liberté dorée, autrefois garant des libertés nobiliaires, se paralyse petit à petit. Le fameux liberum veto permet à un seul député de la Diète de bloquer toute décision et même de dissoudre l'Assemblée. Utilisé de manière abusive, souvent sous l'influence corruptrice de puissances étrangères, la Russie, la Prusse et l'Autriche, qui ont tout intérêt, d'ailleurs, à maintenir la Pologne dans un état de faiblesse et d'anarchie. Le liberum veto rend toute réforme quasiment impossible. La diète devient alors synonyme de chaos et d'inefficacité. Au XVIIIe siècle, la Pologne-Lituanie n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est un État vaste, mais impuissant, un jouet entre les mains de ses voisins de plus en plus puissants et gourmands, la Russie, la Prusse et l'Autriche.
Ces puissances interviennent ouvertement dans les affaires intérieures polonaises, imposent leurs candidats au trône et corrompent les nobles. Pourtant, même dans ce contexte sombre, des tentatives de sursaut et de réforme voient le jour. La seconde moitié du XVIIIe siècle connaît d'ailleurs un renouveau des idées des Lumières en Pologne, des esprits éclairés, conscients du danger mortel qui pèse sur leur patrie, plaident pour des réformes profondes afin de moderniser l'État, renforcer le pouvoir central et créer une armée digne de ce nom. Le roi Stanislas Auguste Poniatowski, lui-même un homme des Lumières, mais souvent prisonnier des ingérences russes, soutient ces efforts. Le point culminant de ce mouvement réformateur est l'adoption de la Constitution du 3 mai 1791. Cette Constitution, la première en Europe moderne et la deuxième au monde après celle des États-Unis, est une tentative audacieuse de transformer la République des deux nations en une monarchie constitutionnelle héréditaire, d'abolir le libérum veto et de renforcer l'exécutif. Elle est d'ailleurs saluée par les progressistes à travers l'Europe comme un modèle de réforme pacifique. Malheureusement, cet espoir est de courte durée. Les puissances voisines, voyant d'un mauvais œil la perspective d'une Pologne forte et régénérée, ne vont pas laisser cette tentative de redressement réussir. La constitution du 3 mai, au lieu de sauver la Pologne, va précipiter sa chute. La tentative héroïque de réforme qu'a représenté la Constitution du 3 mai 1791, c'était un petit peu le chant du cygne de la République des deux nations. Les puissances voisines, la Russie de Catherine II, la Prusse de Frédéric II, puis de ses successeurs, et l'Autriche des Habsbourg, voyaient d'un très mauvais œil toute tentative de la Pologne de se renforcer, une Pologne moderne, stable, avec un gouvernement efficace. Ça allait complètement à l'encontre de leurs ambitions expansionnistes et de leur désir de maintenir un État faible à leurs frontières, un État qu'ils pouvaient manipuler comme ils le voulaient. L'idée de démembrer la Pologne n'était pas nouvelle, mais elle a pris une forme concrète dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La faiblesse interne de la République, l'anarchie entretenue par le liberum veto et les luttes entre clans nobles offraient un prétexte idéal. Le premier partage a eu lieu en 1772 sous prétexte de rétablir l'ordre et de protéger leurs propres intérêts. La Russie, la Prusse et l'Autriche se mettent d'accord pour annexer de vastes portions du territoire polono-lituanien. La Pologne perd environ 30% de son territoire et plus d'un tiers de sa population. La diète polonaise, intimidée et corrompue, est contrainte de ratifier ce démembrement. Ce fut un choc terrible, mais aussi un électrochoc qui a stimulé le mouvement réformateur, aboutissant à la Constitution de 1791. La proclamation de cette constitution, qui promettait de transformer la Pologne en une monarchie constitutionnelle viable, fut perçue par la Russie comme une provocation intolérable. Pour Catherine II, c'était une rupture des garanties qu'elle prétendait exercer sur la Pologne. Elle encouragea donc une confédération de nobles polonais conservateurs, la confédération des Targowica, opposée à la Constitution, à demander l'aide russe. En 1792, l'armée russe envahit la Pologne. Malgré une résistance courageuse mais inégale, l'armée polonaise fut vaincue. Ce fut le prélude au deuxième partage en 1793. Cette fois, seules la Russie et la Prusse participèrent, se taillant de nouvelles et vastes parts du gâteau polonais. Ce qu'il restait de la Pologne n'était plus qu'un État croupion, humilié et impuissant. La constitution du 3 mai fut alors abrogée. Mais l'esprit de résistance polonais n'était pas mort. En 1794, une insurrection nationale éclata, dirigée par Tadeusz Kościuszko. C'était un héros de la guerre d'indépendance américaine, revenu se battre pour sa patrie. L'insurrection de Kościuszko fut un soulèvement populaire, mobilisant non seulement la noblesse, mais aussi des bourgeois et des paysans à qui Kościuszko promit l'émancipation. Malgré quelques succès initiaux et un courage désespéré, les insurgés, mal armés et bien moins nombreux, ne purent résister aux forces combinées de la Russie et de la Prusse, auxquelles se joignit bientôt l'Autriche.
Kosciuszko fut blessé et capturé, et Varsovie tomba après un siège sanglant. La défaite de l'insurrection scella à nouveau le sort de la Pologne. En 1795, les trois puissances procédèrent au troisième et dernier partage. La Russie, la Prusse et l'Autriche annexèrent tout ce qui restait du territoire polonais. L'État polonais, après plus de 800 ans d'existence, cessait d'exister. Le nom même de Pologne fut effacé des cartes de l'Europe. Pendant 123 ans, la nation polonaise allait être privée de son État, soumise à la domination étrangère. Ce fut une tragédie nationale d'une ampleur immense, un traumatisme qui marquerait profondément l'identité et la conscience polonaise pour les générations à venir. Mais si l'État avait disparu, la nation, elle, était déterminée à survivre. La disparition de l'État polonais en 1795 ne signifiait pas du tout la fin de la nation polonaise. Au contraire, le 19e siècle fut une période de lutte acharnée pour préserver l'identité nationale et reconquérir l'indépendance, bien que partagée entre trois empires, la Russie, la Prusse, qui deviendra plus tard l'Allemagne, et l'Autriche. La Pologne continuait d'exister dans les cœurs et les esprits de son peuple. L'époque napoléonienne apporta une brève lueur d'espoir. Beaucoup de Polonais voyaient en Napoléon Bonaparte un libérateur potentiel. Des légions polonaises furent formées et combattirent avec courage aux côtés de l'armée française à travers l'Europe, espérant que leur sacrifice mènerait à la restauration de leur patrie. En 1807, Napoléon créa le duché de Varsovie, un petit État polonais, satellite de la France, taillé dans les territoires pris par la Prusse et l'Autriche. Même s'il n'a pas duré longtemps et que sa souveraineté était limitée, le duché de Varsovie raviva les espoirs et permit une certaine renaissance de la vie politique et culturelle polonaise. Après la chute de Napoléon, le congrès de Vienne de 1815 redessina encore une fois la carte de l'Europe. Le duché de Varsovie fut largement absorbé par la Russie pour former le royaume du Congrès de Pologne. Il était doté d'une constitution libérale et d'une certaine autonomie, avec le tsar russe comme roi. Cependant, ces libertés furent vite réduites et la domination russe devint de plus en plus oppressive. Les territoires polonais, sous domination prussienne et autrichienne, connurent également des politiques de germanisation et de centralisation. Le régime autrichien en Galicie se montra toutefois relativement plus souple, surtout dans la seconde moitié du siècle, permettant un certain développement de la culture polonaise. Face à cette oppression, la préservation de l'identité nationale devint alors une priorité absolue. La langue polonaise, la culture et surtout la religion catholique jouèrent un rôle fondamental de ciment communautaire et de résistance passive. L'Église catholique, en particulier, devint un bastion de la polonité face aux puissances orthodoxes, la Russie, et protestantes, la Prusse. Mais la résistance ne fut pas que passive. Le 19e siècle fut marqué par une série d'insurrections armées, désespérées mais héroïques, contre cette domination étrangère. La plus importante fut l'insurrection de novembre 1830-1831, déclenchée par de jeunes officiers et intellectuels à Varsovie contre la Russie. Malgré des combats acharnés et la formation d'un gouvernement national provisoire, l'insurrection fut écrasée par l'armée russe. La répression fut d'ailleurs sévère, l'autonomie du royaume du Congrès fut abolie, l'université de Varsovie fermée, et de nombreux patriotes furent exilés, exécutés ou déportés en Sibérie. Une autre grande révolte fut l'insurrection de janvier 1863-1864, également dirigée contre la Russie. Cette fois, la lutte prit la forme d'une guérilla prolongée, mais elle se heurta une fois de plus à la supériorité militaire russe, et se solda par un échec sanglant et une répression encore plus brutale. Des milliers de Polonais périrent et les politiques de russification s'intensifièrent. Ces défaites, elles conduisirent à une importante vague d'émigration, connue sous le nom de Grande Émigration. Des milliers de Polonais, notamment des élites politiques, intellectuelles et artistiques, se réfugièrent en Europe occidentale, principalement en France. Paris devint un centre vibrant de la vie politique et culturelle polonaise en exil. Des figures illustres,
comme le poète Adam Mickiewicz, le compositeur Frédéric Chopin ou l'historien Joachim Lelewel, continuèrent par leurs œuvres à nourrir la flamme du patriotisme polonais et à plaider la cause de leur pays auprès de l'opinion publique européenne. Après l'échec de l'insurrection de janvier, une partie de la société polonaise se tourna vers d'autres formes de résistance, le travail organique, ce qu'on appelle en polonais praca organiczna, et le positivisme devinrent des courants assez influents. L'idée, c'était de renforcer la nation de l'intérieur par l'éducation, le développement économique, la modernisation de l'agriculture et de l'industrie, et l'amélioration du niveau de vie de la population en attendant des conditions plus favorables pour recouvrer à l'indépendance. Ces efforts permirent de préserver la cohésion nationale et de préparer le terrain pour les opportunités futures. Le 19e siècle fut donc une période de souffrance et de sacrifice, mais aussi de résilience et de maturation pour la nation polonaise qui, malgré l'absence d'État, ne renonça jamais à son rêve de liberté. Cette épopée de résilience et de lutte pour l'identité, est-ce que ça vous parle? C'est le moment idéal pour nous montrer votre soutien. Si vous appréciez ce voyage à travers l'histoire polonaise, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce bleu. Chaque interaction nous aide à continuer de produire du contenu de qualité et à explorer d'autres récits fascinants. Merci de faire partie de notre communauté d'explorateurs du passé. Le XXe siècle s'ouvrit sur une Europe en pleine ébullition, avec des empires vieillissants et des tensions nationalistes qui montaient en flèche. Pour les Polonais, toujours privés d'État, la situation internationale offrait à la fois des dangers et de nouvelles perspectives. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914 allait d'ailleurs se révéler être le catalyseur inespéré de la renaissance de la Pologne. Ironiquement, les trois empires qui occupaient la Pologne, l'Allemagne, l'ex-Prusse, l'Autriche-Hongrie et la Russie, se retrouvèrent dans des camps opposés. Les Polonais furent enrôlés et contraints de se battre les uns contre les autres sous des uniformes étrangers. Cependant, des leaders politiques polonais malins, comme Józef Pilsudski et Roman Dmowski, manœuvrèrent habilement sur la scène internationale pour promouvoir la cause polonaise. Pilsudski forma des légions polonaises qui combattirent aux côtés des puissances centrales, l'Allemagne, Autriche-Hongrie, contre la Russie, espérant obtenir des concessions pour une future autonomie. Dmowski, de son côté, travailla avec les alliés occidentaux, la France, la Grande-Bretagne, puis les États-Unis, pour obtenir la reconnaissance d'une Pologne indépendante. L'effondrement successif de l'Empire russe suite à la révolution de 1917, puis la défaite des empires centraux en 1918, créèrent un vide de pouvoir en Europe de l'Est et une opportunité historique. Le président américain Woodrow Wilson, dans ses 14 points de janvier 1918, inclut la création d'un État polonais indépendant avec un accès à la mer comme l'un des objectifs de guerre des Alliés. Le 11 novembre 1918, jour même de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, la Pologne proclama son indépendance après 123 ans de partition et d'inexistence officielle. Józef Pilsudski, libéré d'une prison allemande, arriva à Varsovie et prit la tête du nouvel État en tant que chef de l'État. Ce fut un moment d'euphorie nationale, mais les défis étaient immenses. La Deuxième République polonaise, de 1918 à 1939, naquit alors dans le chaos. Il fallait unifier trois territoires qui avaient été administrés différemment pendant plus d'un siècle, avec des systèmes juridiques, économiques et d'infrastructures distincts. Il fallait reconstruire un pays ravagé par la guerre, créer une administration, une armée, une monnaie. Et surtout, il fallait définir et défendre les frontières du nouvel État. Cette dernière tâche se révéla particulièrement difficile. La Pologne se trouva immédiatement engagée dans une série de conflits frontaliers avec presque tous ses voisins, avec l'Allemagne pour la Posnanie et la Silésie, avec la Tchécoslovaquie pour la région de Tchétchine, avec la Lituanie pour Vilnius, et surtout avec la Russie bolchevique.
La guerre polono-soviétique de 1919-1921 fut la plus critique. L'Armée rouge, cherchant à exporter la révolution vers l'Ouest, avança jusqu'aux portes de Varsovie en août 1920. La situation semblait désespérée, mais dans une contre-offensive audacieuse, souvent qualifiée de miracle de la Vistule, l'armée polonaise, commandée par Pilsudski, infligea une défaite décisive aux Soviétiques. Elle sauva ainsi la Pologne et, selon de nombreux historiens, empêcha la propagation du communisme en Europe centrale. Le traité de Riga, en 1921, établit la frontière orientale de la Pologne. Les frontières de la Deuxième République furent finalement reconnues internationalement par la Société des Nations en 1923. L'entre-deux-guerres fut une période, comme un peu partout, de reconstruction et de développement intense. La Pologne adopta une constitution démocratique, mais la vie politique fut souvent instable, marquée par une forte division parlementaire. En 1926, face à cette instabilité, Pilsudski mena un coup d'État et instaura un régime plus autoritaire, connu sous le nom de Sanacja, l'assainissement, qui dura jusqu'à sa mort en 1935 et même après. Malgré les difficultés politiques, les progrès significatifs furent accomplis dans des domaines de l'éducation, de la culture et de l'industrialisation, avec des projets comme le port de Gdynia et la région industrielle centrale. La vie culturelle était foisonnante, avec des écrivains, des artistes et des scientifiques de renom. Cependant, la situation internationale restait un petit peu précaire. La Pologne était prise en tenaille entre deux puissances totalitaires et revanchardes, l'Allemagne nazie à l'ouest, qui n'avait jamais accepté la perte de territoire à l'est, et l'Union soviétique stalinienne à l'est, qui n'avait pas renoncé à ses ambitions. Les garanties d'alliance avec la France et la Grande-Bretagne offraient une certaine sécurité, mais leur efficacité restait à prouver. Alors que les années 30 avançaient et que l'agressivité d'Hitler devenait de plus en plus évidente, l'ombre d'une nouvelle catastrophe planait sur la Pologne, à peine renaissante. L'indépendance, si chèrement acquise, allait être brutalement anéantie. Le 1er septembre 1939, sans déclaration de guerre formelle, l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler envahit la Pologne par l'ouest, le nord et le sud. C'était le début de la Seconde Guerre mondiale. L'armée polonaise, bien que courageuse et opposant une résistance farouche, fut rapidement submergée par la supériorité numérique et technologique de la Wehrmacht et par sa nouvelle tactique de Blitzkrieg, cette forme de guerre éclair. Les alliés de la Pologne, la France et le Royaume-Uni, déclarèrent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre, mais leur aide militaire directe fut quasi inexistante pendant la campagne de Pologne, une période qu'on a appelée la drôle de guerre à l'Ouest. Puis, le 17 septembre 1939, conformément aux clauses secrètes du pacte germano-soviétique, ce pacte Molotov-Ribbentrop, signé quelques semaines plus tôt, l'Union soviétique envahit la Pologne par l'Est. Prise dans un étau implacable, la Pologne fut écrasée en quelques semaines. Varsovie capitula le 28 septembre, après un siège héroïque et des bombardements dévastateurs. Le gouvernement polonais s'exila, d'abord en Roumanie, puis en France, et finalement à Londres, où il continua la lutte en tant que gouvernement légitime en exil. Le pays fut divisé entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. L'occupation qui suivit fut d'une brutalité inouïe. Elle visait non seulement à exploiter économiquement le pays, mais aussi à détruire la nation polonaise et son élite. Dans la zone occupée par l'Allemagne, les régions occidentales furent directement annexées au Reich et soumises à une germanisation forcée. Le reste fut transformé en gouvernement général, une colonie administrée avec une cruauté systématique. La population polonaise fut réduite en esclavage, soumise au travail forcé, à la terreur, aux exécutions de masse et aux déportations. L'intelligentsia polonaise,
professeurs, prêtres, artistes, officiers, fut spécifiquement ciblé pour élimination afin de priver la nation de ses leaders. C'est sur le sol polonais occupé que les nazis mirent en œuvre la solution finale, ce génocide des Juifs d'Europe. Des ghettos furent créés dans les villes, où la population juive était enfermée dans des conditions inhumaines avant d'être déportée vers des camps d'extermination, des camps comme Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek devinrent un petit peu ces symboles de l'horreur absolue de la Shoah. Environ 3 millions de juifs polonais, soit 90% de la communauté juive d'avant-guerre en Pologne, furent assassinés, ainsi que 3 millions de Polonais non juifs. Dans la zone occupée par l'Union soviétique, la répression fut également terrible. Des centaines de milliers de Polonais, fonctionnaires, officiers, intellectuels, propriétaires terriens, furent arrêtés, déportés vers les goulags en Sibérie et au Kazakhstan, ou simplement exécutés. Le massacre de Katyn en 1940, où près de 22 000 officiers et membres de l'intelligentsia polonaise prisonniers de guerre furent assassinés par le NKVD soviétique, reste d'ailleurs l'un des crimes les plus infâmes de cette période. Malgré cette terreur, la résistance polonaise ne faiblit jamais. Un véritable État clandestin, ce qu'on appelle en polonais Polskie Państwo Podziemne, fut mis en place avec sa propre administration, ses tribunaux, son système éducatif secret et surtout son bras armé, l'Armia Krajowa, ou l'armée de l'intérieur, l'un des plus grands mouvements de résistance en Europe occupée. La résistance mena des actions de sabotage, de renseignement, fournissant des informations cruciales aux Alliés, comme sur le programme des fusées V2, et des opérations de guérilla. L'acte de résistance le plus spectaculaire et le plus tragique fut certainement l'insurrection de Varsovie, qui éclata le 1er août 1944, alors que l'armée rouge soviétique approchait de la Vistule. L'Armia Krajowa lance un soulèvement pour libérer la capitale avant l'arrivée des soviétiques, afin d'affirmer la souveraineté polonaise. Pendant 63 jours, les insurgés, mal armés mais faisant preuve d'un courage extraordinaire, combattirent rue par rue contre des forces allemandes supérieures et impitoyables. Les alliés occidentaux tentèrent d'envoyer de l'aide par largage aérien, mais celle-ci fut limitée. L'armée rouge, quant à elle, campa sur la rive est de la Vistule sans intervenir de manière significative, laissant les Allemands écraser l'insurrection. L'échec de l'insurrection de Varsovie fut une tragédie immense. Environ 200 000 civils furent tués et la ville fut systématiquement rasée par les Allemands en représailles. La Seconde Guerre mondiale prit fin en mai 1945, mais pour la Pologne, ce ne fut pas une véritable libération. Le pays avait payé un tribut effroyable, plus de 6 millions de citoyens tués, environ un cinquième de sa population d'avant-guerre, des destructions matérielles colossales et un traumatisme profond. De plus, les frontières de la Pologne furent radicalement modifiées lors des conférences des Alliés à Téhéran, Yalta et Potsdam. La Pologne perdit de vastes territoires à l'est au profit de l'Union soviétique, correspondant grosso modo à la ligne Curzon, mais reçut en compensation d'anciens territoires allemands à l'ouest, la Silésie, la Poméranie, la Prusse orientale. Ces changements s'accompagnèrent de transferts massifs et forcés de populations allemandes, polonaises et ukrainiennes. La Pologne se retrouvait géographiquement déplacée vers l'ouest, mais surtout, elle tombait sous la sphère d'influence soviétique, ouvrant un nouveau chapitre sombre de son histoire. La fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas signifié le retour à une pleine souveraineté pour la Pologne, bien qu'en faisant partie des nations victorieuses, le pays s'est vite retrouvé sous l'emprise de l'Union soviétique de Joseph Staline. Le gouvernement polonais en exil à Londres fut mis sur la touche et un régime communiste, soutenu par Moscou, fut progressivement mis en place. En 1947, après des élections truquées, le Parti ouvrier unifié polonais, le PZPR, le Parti communiste, prit officiellement le pouvoir. La Pologne
devint alors la République populaire de Pologne, un État satellite de l'URSS, solidement ancré derrière le rideau de fer. Les premières années du régime furent masquées par la reconstruction d'un pays dévasté, notamment Varsovie, qui renaquit de ses ruines grâce à un effort national considérable, une industrialisation rapide et une collectivisation partielle de l'agriculture furent entreprises sur le modèle soviétique. Cependant, cette période fut aussi synonyme de répression stalinienne. Les opposants politiques, les anciens membres de la résistance non communiste, surtout de l'Armia Krajova, et toute personne considérée comme une menace pour le nouveau régime furent persécutées, emprisonnées, voire exécutées. La censure était partout et la société était soumise à un contrôle idéologique strict. L'Église catholique, bien que très influente, fut également la cible de pressions et de tentatives de la mettre au pas. Après la mort de Staline en 1953 et le dégel qui s'ensuivit, une certaine libéralisation eut lieu. En juin 1956, des émeutes ouvrières à Poznań, réclamant du pain et la liberté, furent violemment réprimées, mais elles entraînèrent des changements politiques. Władysław Gomułka, un communiste plus national, arriva au pouvoir en octobre 1956, promettant une voie polonaise vers le socialisme. Il y eut une période d'espoir et d'assouplissement relatif, mais le régime resta fondamentalement autoritaire et soumis à Moscou. Les décennies suivantes furent une alternance de périodes de relative stabilité économique et de crise sociale et politique. Les années 70, sous Edvard Gierek, virent une amélioration temporaire du niveau de vie grâce à des emprunts massifs à l'Ouest, mais cette prospérité était artificielle et conduisait à une crise de la dette. Les pénuries et la frustration populaire grandissaient, des mouvements de contestation ouvrière éclatèrent de nouveau en 1970, notamment à Gdansk, Gdynia, Szczecin, et réprimés encore une fois dans le sang, comme en 1976. En parallèle, une opposition intellectuelle et démocratique se structurait avec des groupes comme le Comité de défense des ouvriers, le KOR. Un événement majeur allait catalyser le mécontentement et changer la donne, c'est l'élection de l'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła, comme pape Jean-Paul II en octobre 1978. Son premier voyage en Pologne en tant que pape, en juin 1979, attira des foules immenses et eut un impact psychologique considérable. Ses messages d'espoir, de dignité humaine et de liberté spirituelle galvanisèrent la nation et donnèrent un élan sans précédent à l'opposition. L'été 80 fut d'ailleurs le grand tournant, une vague de grèves massives, partie des chantiers navals Lénine de Gdansk, se propagea à travers tout le pays. Les grévistes, dirigés par un électricien charismatique du nom de Lech Wałęsa, ne se contentèrent pas de revendications économiques, ils exigèrent la création de syndicats libres et indépendants du Parti communiste. Face à l'ampleur du mouvement, le régime fut contraint de céder. Les accords de Gdansk, signés en août 1980, autorisèrent la création de Solidarność, qui signifie solidarité, le premier syndicat indépendant dans le bloc soviétique. Solidarność devint rapidement bien plus qu'un simple syndicat. Ce fut un mouvement social de masse regroupant près de 10 millions de membres, presque un tiers de la population adulte, et incarnait les aspirations de la nation polonaise à la liberté, à la démocratie et à la souveraineté. Pendant 16 mois, la Pologne connut une période d'effervescence et de liberté d'expression sans précédent sous le communisme. Cependant, cette parenthèse enchantée prit fin brutalement, craignant une intervention soviétique et cherchant à rétablir le contrôle du parti. Le général Wojciech Jaruzelski, alors Premier ministre et chef du parti, proclama l'état de siège. Stan Wojenny, dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981, Solidarność fut interdit. Ses leaders, y compris Lech Wałęsa, furent arrêtés et internés. Des milliers de militants furent emprisonnés. L'armée et la police anti-émeute, la ZOMO, quadrillèrent
le pays. Ce fut un choc profond pour la société polonaise, mais la résistance continua, encore une fois, dans la clandestinité. Malgré la répression, l'état de siège ne put étouffer l'aspiration à la liberté, l'économie continuait de se dégrader et le régime était de plus en plus isolé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'influence de Jean-Paul II, le soutien occidental à Solidarność, qui reçut le prix Nobel de la paix en 1983 par l'intermédiaire de l'ère Wałęsa, et surtout la persistance de la résistance souterraine maintenait la pression. À la fin des années 80, avec l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev en URSS et ses politiques de glasnost ou de transparence et de perestroïka, de restructuration, le contexte international devint plus favorable au changement. Le régime polonais, conscient de l'impasse, fut contraint de chercher un dialogue avec l'opposition. La fin des années 80 a donc marqué un virage décisif, pas seulement pour la Pologne, mais pour toute l'Europe de l'Est, face à une crise économique profonde, une pression sociale qui ne faiblissait pas, et un climat international en pleine mutation avec les réformes de Gorbatchev en Union soviétique. Le régime communiste polonais, dirigé par le général Jaruzelski, a compris qu'il ne pouvait plus gouverner seul. Des vagues de grève en 1988, inspirées par Solidarność, toujours active dans la clandestinité, ont forcé le pouvoir à engager des discussions avec l'opposition. Ces négociations, connues sous le nom d'accord de la table ronde, se sont déroulées de février à avril 1989. Elles ont réuni des représentants du gouvernement communiste, de Solidarność, de nouveau légalisé, et de l'Église catholique, qui a joué un rôle de médiateur. Ces accords historiques ont abouti à un compromis. Des élections partiellement libres seraient organisées en juin 89 si le Parti communiste et ses alliés se voyaient garantir 65% des sièges à la Chambre basse du Parlement, la Séim. Les 35% restants, ainsi que tous les sièges du Sénat, fraîchement recréés, seraient soumis à une compétition électorale libre. Les élections du 4 juin 1989 furent un véritable raz-de-marée pour Solidarność. Les candidats soutenus par le mouvement de l'ère Wałęsa ont remporté la quasi-totalité des sièges pour lesquels ils pouvaient se présenter et 99 des 100 sièges au Sénat. C'était un rejet massif du régime communiste. Bien que les communistes aient tenté de s'accrocher au pouvoir, la dynamique du changement était irrésistible. En août 1989, Tadeusz Mazowiecki, un intellectuel catholique et conseiller de Solidarność, est devenu le premier ministre non communiste en Pologne depuis plus de 40 ans et le premier dans tout le bloc de l'Est. La Pologne amorçait ainsi une transition pacifique du communisme vers la démocratie, ouvrant la voie à la chute du mur de Berlin quelques mois plus tard et à l'effondrement des régimes communistes à travers l'Europe centrale et orientale. La tâche qui attendait le nouveau gouvernement était colossale. Il fallait démanteler le système totalitaire, construire des institutions démocratiques et surtout transformer une économie planifiée en faillite en une économie de marché qui fonctionne. Le ministre des Finances, l'échec Balcherovitch, a mis en œuvre un programme de réformes économiques radicales, souvent qualifié de thérapie de choc, bien que douloureuse à court terme, inflation, chômage, fermeture d'entreprises non rentables. Ces réformes, elles ont jeté les bases d'une croissance économique future. Sur le plan international, la Pologne s'est tournée résolument vers l'Occident. L'un des objectifs prioritaires était l'intégration dans les structures euro-atlantiques. Cet objectif fut atteint avec l'adhésion de la Pologne à l'OTAN en 1999, garantissant sa sécurité, puis son entrée dans l'Union européenne le 1er mai 2004, marquant son retour symbolique et concret au sein de la famille européenne. L'adhésion à l'UE a été un moteur de modernisation et de croissance économique, la Pologne bénéficiant des fonds structurels européens et de l'accès au marché unique. Entre 2004 et 2023, le PIB par habitant de la Pologne est passé de 50% à 80% de la moyenne de l'UE. Le pays est devenu par là même la sixième économie de l'Union européenne. Depuis son entrée dans l'UE, la Pologne a connu une transformation économique impressionnante, réduisant le chômage et attirant des investissements.
Elle est devenue un acteur de plus en plus influent sur la scène européenne. Sa position géographique stratégique, notamment avec ses frontières avec l'Ukraine, la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad, lui confère un rôle particulier dans la politique de voisinage orientale de l'Union européenne. La vie politique polonaise depuis 1989 a été dynamique, parfois polarisée, avec l'alternance de gouvernements de centre-droit et de centre-gauche. Plus récemment, on a vu la domination du Parti conservateur Droit et Justice, le PiS, entre 2015 et 2023, suivi du retour au pouvoir d'une coalition pro-européenne dirigée par Donald Tusk. Ces dernières années ont été marquées par des débats intenses sur l'état de droit, l'indépendance de la justice, les relations avec l'Union européenne. La société polonaise reste attachée à ses traditions, avec un rôle important de l'Église catholique, tout en étant de plus en plus ouverte et moderne. Face à la guerre en Ukraine depuis 2022, la Pologne s'est distinguée par son soutien indéfectible à son voisin, accueillant des millions de réfugiés ukrainiens et jouant un rôle logistique et politique de premier plan dans l'aide apportée à Kiev. Cela a renforcé son importance stratégique au sein de l'OTAN et de l'UE. La Pologne a considérablement augmenté ses dépenses de défense, visant à devenir l'une des principales puissances militaires en Europe. Aujourd'hui, en 2025, la Pologne est une nation vibrante et complexe. Le gouvernement de Donald Tusk, après avoir remporté un vote de confiance en juin 2025, s'efforce de consolider sa position et de poursuivre une politique pro-européenne tout en faisant face à une cohabitation potentiellement difficile avec un président issu de l'opposition nationaliste. Les défis actuels incluent la transition énergétique pour réduire sa dépendance au charbon, le maintien de la croissance économique, la gestion des tensions politiques internes et le déclin démographique. Néanmoins, forte de son histoire et de sa résilience, la Pologne continue de tracer son chemin, affirmant son rôle de leader en Europe centrale et d'acteur incontournable sur le continent. De la tribu des Polanes émergents des brumes et de la préhistoire au baptême fondateur de Mieszko Ier, de l'âge d'or des Jagiellones à la République des deux nations s'étendant d'une mer à l'autre, quelle histoire! Une fresque d'une richesse et d'une complexité extraordinaire. On a traversé les siècles, témoin de sa puissance, de son rayonnement culturel, mais aussi de ses heures les plus sombres. Les guerres dévastatrices, les partages cruels qui l'ont rayé de la carte et les occupations brutales du XXe siècle. Pourtant, ce qui ressort avec une force incroyable de ce long périple, c'est l'incroyable résilience du peuple polonais, une capacité à survivre, à préserver son identité, sa langue, sa foi, même lorsque l'État avait disparu. Une volonté farouche de se relever après chaque épreuve, de se battre pour la liberté. Comme on dit en polonais, zanachon i waszą wolność, pour notre liberté et la vôtre, comme le dit la devise chère aux patriotes polonais. De Solidarność, défiant un empire totalitaire à la Pologne d'aujourd'hui, membre actif de l'Union européenne et de l'OTAN, jouant un rôle clé dans une Europe confrontée à de nouveaux défis, l'histoire de cette nation est une vraie leçon de courage et de persévérance. Elle nous rappelle que l'identité d'un peuple est plus forte que les frontières imposées, que l'aspiration à la liberté est une force qu'on ne peut pas dompter. L'histoire de la Pologne, ce n'est pas seulement celle d'un pays, c'est une part essentielle de l'histoire de l'Europe, une histoire qui continue de s'écrire chaque jour, avec ses défis, ses espoirs et sa détermination intacte. Alors, cette incroyable histoire de la Pologne vous a transporté. On espère que ce voyage à travers les siècles vous a éclairé et passionné. Mais l'histoire, c'est un livre sans fin. Quelle autre grande saga nationale ou quel autre chapitre méconnu du passé aimeriez-vous qu'on explore ensemble? Partagez vos suggestions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, votre famille et tous les curieux. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.